Bonjour Marion Sigaud, merci de nous recevoir pour cette interview. Aujourd'hui, on va parler de la pédocriminalité avant la Révolution française et de ce qu'elle est devenue par la suite. Ce qu'elle est restée par la suite. Ce qu'elle est restée par la suite. Ce qu'elle est restée par la suite. Alors, comment était organisée la pédocriminalité avant la Révolution? Avant la Révolution. Alors, ce que j'ai découvert, parce que personne ne s'était jamais penché sur le problème avant moi, je le sais parce que j'ai passé 2 ans d'études à éplucher les archives de l'assistance publique. Donc, l'assistance publique, ce sont les enfants perdus, les enfants trouvés, c'est là que ça se passe. Et j'ai cherché, je n'ai trouvé aucune étude sur le sujet. Donc, j'ai ouvert, on peut dire, le sujet par une recherche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je savais, parce que j'avais lu sur le sujet, qu'en 1750, c'est-à-dire la moitié du règne, en gros, de Louis XV, la police avait enlevé des enfants dans les rues. Il y avait eu des émeutes extrêmement graves, il y avait eu un procès, il y avait eu des condamnations à mort, enfin ça a été une grosse affaire. Et j'ai soupçonné, sans avoir le moindre commencement de preuve, que ces enlèvements d'enfants pouvaient avoir comme raison un trafic pédocriminel. Bon, fausse piste, mais la vraie piste était derrière. C'est-à-dire que la police enlevait des enfants à cette époque-là pour envoyer dans les colonies, parce que les Lumières, le grand mouvement émancipateur que tout le monde admire, avaient compris que le trafic de nègres devenait beaucoup trop cher, c'est-à-dire que les nègres, alors je dis les nègres, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, c'est pas du mépris de ma part, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, donc je reprends les termes de l'époque, les nègres devenaient de plus en plus chers à acquérir, et pour régler le problème de la main-d'œuvre à bas prix dans les colonies, parce que c'était ça dont il s'agissait, on a eu l'idée de dire il n'y a qu'à prendre les enfants des hôpitaux, on va remplacer les nègres dans les colonies par les enfants des hôpitaux. Les enfants des hôpitaux sont des enfants sans parents, sans famille. Bon. Donc, les enlèvements d'enfants qui ont eu lieu en 1750, c'était vraisemblablement pour remplacer les nègres dans les colonies. Donc ça n'était pas pour alimenter un réseau pédocriminel. Mais moi, j'avais l'intuition qu'il se passait quelque chose quand même. Oui. Donc, pour recontextualiser, oui. Avant la Révolution française, oui. Il y avait déjà des hôpitaux en France. Alors, c'est pas les hôpitaux, c'est l'hôpital général, c'est ce que je vais expliquer. Je savais qu'il y avait eu des émeutes et des enfants enlevés. Et j'ai cherché, quand j'ai fait mes études d'histoire, quand j'ai préparé un mémoire de maîtrise, on dit Master 1 maintenant, sur cette période-là, j'ai eu l'intuition qu'un monsieur qui s'appelait Damien, qui avait attaqué le roi et qui avait été abominablement mis à mort, aurait pu avoir des raisons personnelles d'attaquer le roi, dont on disait qu'il aimait bien les petites filles. Donc j'ai appris, parce que j'étais à la faculté pour ça, qu'il y avait des archives de l'assistance publique dans lesquelles tous les enfants ramassés étaient répertoriés. J'ai commencé à ouvrir des gros registres qui étaient les registres d'entrée et sortie des enfants à l'hôpital général, dont je vais raconter la jeunesse dans une seconde, et j'ai cherché là la fille éventuellement de ce fameux Damien, qui aurait été enlevé. Enfin, dans un de ses interrogatoires, il est dit que sa fille aurait été enlevée et que moi j'avais dit, si sa fille a été enlevée en 1750, ça peut être la raison pour laquelle il aurait attaqué le roi. Donc j'ai commencé à regarder ce qui se passait dans les registres de l'hôpital général. Et c'est là que j'ai découvert le poteau rose. Alors, le poteau rose, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'hôpital général? On va faire un bond d'un siècle en arrière, c'est-à-dire 1652. 1652, c'est la jeunesse du jeune Louis XIV. Il n'a pas encore pris son envol. Il y a une guerre civile qui secoue la France, ça s'appelle la Fronde. Et en 1652, des magistrats. Il commence d'ailleurs en 1632. Il commence en 1632. Et ils présentent leur projet au roi en 1654. Pardon, c'est pas 52, c'est 54. Alors, qu'est-ce que c'est que ces magistrats? Les magistrats disent, il y a un problème en France, et ce problème va être absolument accentué à l'époque de la Fronde, c'est-à-dire de la guerre civile, d'une gueuserie qui est incontrôlable. La gueuserie, c'est quoi? C'est les pauvres. Les pauvres qui traînent dans les villes, dans les campagnes, qui fichent rien. Il y a une gueuserie organisée, il y a ce qu'on appelle
cours des miracles. Vous savez ce que c'est une cour des miracles? Vous avez des mendiants qui se promènent dans les rues de Paris et ils arrivent dans une cour d'immeuble, hop, ils se mettent brusquement à trotter, ils enlèvent leur œil de verre et puis ils ont un vrai œil. Les miracles, c'est-à-dire qu'à peine ils rentrent dans la cour des miracles, ils redeviennent valides et tout. Les cours des miracles, c'est un peu un état dans l'état, c'est la gueuserie qui vole les passants, c'est un désordre public manifeste. Donc, il y a des gens qui sont des bigots, qui sont des dévots, qu'on appelle la Compagnie du Saint-Sacrement, qui disent « Nous voulons débarrasser le royaume de toute cette gueuserie immonde. » Et ils mettent tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire qu'il y a les gueux des cours de miracles, mais il y a également les pauvres, et les pauvres, et les pauvres. Et les pauvres, en période de guerre civile, ce sont des gens qui, si on a brûlé ton village, tu n'as plus de maison, tu suis le pain. Pourquoi est-ce que les gens qui sont à la campagne, ils vont en ville? Parce que toutes les villes sont approvisionnées en pain. Donc, si ta maison a brûlé à la campagne, tu suis les combats de grains et tu vas en ville, tu seras nourri. C'est comme ça que ça se passe. Les villes sont toujours approvisionnées, essentiellement Paris. Ne pas approvisionner Paris en gras, c'est inenvisageable. Donc, il y a, à partir de 1632, des magistrats, des juges au Parlement de Paris. Le Parlement de Paris, c'est une espèce de cour supérieure, cour souveraine, de magistrats, de hauts magistrats, qui ont comme mission à la fois de rendre la justice au nom du roi, et qui ont également comme mission d'enregistrer, c'est-à-dire de mettre dans leur registre toutes les décisions royales. Une décision royale, c'est une loi. Une loi, c'est une décision royale. Une décision royale, c'est une loi. Pour que la loi soit applicable, il faut qu'elle soit inscrite dans les registres, et ce sont les magistrats qui tiennent les registres. Donc ils ont un pouvoir d'enquiquiner, d'empoisonner la royauté. S'ils font des manières pour ne pas enregistrer une loi, la loi ne sera pas applicable si elle n'est pas enregistrée. Donc il y a un bras de fer qui va se faire pendant tout l'Ancien Régime entre les magistrats qui vont résister à la royauté, et la royauté qui veut être obéie, elle est là pour ça. Le roi, il est là pour ça. Une forme d'opposition à l'Assemblée nationale. Voilà. Voilà. Sauf que les magistrats, ils ne sont pas là pour faire les lois, ils sont là pour les enregistrer et pour les appliquer. Pour appliquer la loi, pour rendre la justice. Donc, ce désir qu'ont les magistrats d'inventer une institution qui va débarrasser le royaume de la gueuserie, c'est en soi suspect, c'est pas leur affaire. C'est pas leur affaire. Mais ils créent un établissement qui va s'appeler l'hôpital général et qui n'a rien à voir avec un hôtel-dieu. Pour les malades, c'est les hôtels-dieux. L'hôpital général, c'est un lieu de renfermement, c'est enfermement avec un grand R devant, le renfermement, c'est le grand renfermement, c'est la mise à l'asile, en fait. Bon. Le renfermement des pauvres, des miséreux, des gueux, qui sont considérés par ces gens-là comme une plaie sociale. Les gueux, c'est les emmerdeurs, qu'est-ce qu'un mendiant? C'est un fainéant qui a décidé de... etc. Ces gens n'ont absolument aucune espèce de compassion pour le malheur, c'est absolument étranger. Ce sont des gens qui sont... Alors, tout le monde est catholique dans la France de l'époque, mais ils sont régulièrement, ils trouvent que l'Église est trop gentille, que l'archevêque ne devrait pas faire comme ça, ce sont des donneurs de leçons, ils expliquent au roi ce qu'il faudrait qu'il fasse, ils expliquent au pape ce qu'il faudrait qu'il fasse, ce sont des emmerdeurs. C'est les complotistes de l'époque. Absolument, okay. Absolument, et c'est l'opposition de l'époque. Donc, ces magistrats, alors il n'y a pas que des magistrats, il y a également des bourgeois, des donneurs d'ordre. Ces magistrats, organisés en société secrète, ça s'appelle la Compagnie du Saint-Sacrement, ce sont des bigots, ce sont des gens qui disent que le pape n'est pas assez catholique, que l'archevêque est trop laxiste, mais nous, on va vous montrer la rigueur des mœurs, la dureté, et la dureté vis-à-vis des pauvres. Donc, ils mettent 9 ans à rédiger les statuts de ce qui sera l'hôpital général. Et 1654 ou 6, le projet est prêt, la guerre civile est terminée. La France a besoin d'être apaisée, parce que la Fronde, ça a été une horreur. La Fronde, on raconte que la Fronde, c'était des troupes qui traversaient la campagne et qui se foutaient sur la gueule jusqu'à ce qu'ils aient tout détruit. Il paraît que pendant la Fronde, les armées en campagne, que ce soit les armées des nobles ou les armées du roi ou ceci ou cela, sur 40 km, il n'y avait plus rien. Sur 40 km, ils brûlaient tout, ils cramaient tout. C'est une horreur. Mon village, là, à Linsec, il a beaucoup souffert pendant la Fronde, et le village d'Entrain, là-bas, il a été rasé. Pas rasé, mais incendié, quoi. Incendié. C'est épouvantable la Fronde. Donc, au moment où le jeune Louis XIV arrive au pouvoir, les magistrats qui lui ont fait des misères pendant toute sa petite enfance et pendant toute la régence de sa maman, lui disent « Majesté, on a un projet pour renfermer les pauvres et résoudre le problème de la gueuserie. » Et Louis XIV dit « s'il n'y a que ça pour les calmer, hein ?» Il demande de s'occuper des pauvres, et il signe. Et il signe quoi? Il signe l'élaboration
la mise en place d'un système absolument atroce qui oblige tous les pauvres, c'est-à-dire toute personne qui ne peut pas justifier d'un salaire et d'un domicile fixe, à se laisser renfermer à l'hôpital général. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre et les enfants dans un troisième lieu. C'est-à-dire que t'es marié, t'as des enfants, t'as perdu ton job, tu vas perdre ta femme, tu vas perdre tes enfants et tu vas perdre ta liberté et tu te laisseras enfermer. Et il y a combien de personnes qui sont renfermées comme ça? Des milliers. On a des chiffres précis? Oui. À Bicêtre, il y en avait 6 000, à la Salpêtrière, il y en avait 6 000, rien que sur Paris. Et les enfants? Les enfants, il y en avait des milliers. Des milliers. Donc, Louis XIV signe. Et il signe dans un... Alors, d'abord, probablement pas la naïveté, il n'était pas naïf, il s'était pas au courant. De toute façon, le truc était en cours. On ne peut pas deviner ce que ça va devenir. Les magistrats qui ont créé l'hôpital général ont fait en sorte, statutairement, qu'aucune ingérence extérieure ne puisse venir regarder ce qui s'y passe. C'est-à-dire que les juges sont juges et partis. S'il y a des procès contre l'hôpital général, c'est eux qui vont les traiter. C'est-à-dire que si toi, tu as à te plaindre d'un magistrat qui siège à l'hôpital général, c'est lui qui va se juger. À ton avis, il y a une chance sur combien qu'il se trouve coupable, tu vois? Et la chose la plus effroyable que j'ai découverte en analysant les statuts de l'hôpital général, c'est que les magistrats se font tuteurs nés de tous les enfants qui entrent à l'hôpital général, même s'ils sont à la main ou dans les bras de leur maman. Donc, concrètement, quand il y a des enfants qui naissent à l'hôpital général à cette époque-là, leur tuteur, automatiquement, est un magistrat. Oui. Non, leur tuteur, c'est les magistrats, oui, du conseil d'administration et du bureau de... Est-ce qu'on sait dans quelles conditions grandissent ces enfants depuis leur naissance qui sont à l'hôpital? Atroce. C'est-à-dire? C'est atroce, c'est des dortoirs putrides, c'est d'abord on les sépare de leur maman. Les enfants qui naissent à l'hôpital général, il y en a relativement peu. Au lieu qu'on les laisse être nourris par leur maman, on les sépare de leur mère et on les envoie dans un autre établissement qui s'appelle La Couche, qui avait été créé à l'origine par l'extraordinaire Saint Vincent de Paul. Il s'appelait Monsieur Vincent à l'époque, il est devenu 500 ans plus tard. Mais Monsieur Vincent voulait absolument venir en aide aux pauvres, secourir les pauvres, faire en sorte que les pauvres soient moins pauvres et ne souffrent pas, alors que tous ces salopards de la Compagnie du Saint-Sacrement, ce qu'ils voulaient, c'est que les pauvres, ils en chient, ils en bavent, excuse-moi, tu en as pas le gros mot, qu'ils en bavent et qui payent pour leur misère. Alors, qu'est-ce que c'est que ces magistrats? Qu'est-ce que c'est que cette Compagnie du Saint-Sacrement? Jusqu'à 1660, la Compagnie du Saint-Sacrement règne en maître à l'hôpital général. À partir de 1660, Louis XIV comprend que la Compagnie du Saint-Sacrement, c'est une espèce d'État dans l'État, et il interdit la Compagnie du Saint-Sacrement. Et à ce moment-là, arrivent à la tête de l'hôpital général les magistrats jansénistes. Qu'est-ce que c'est que le jansénisme? Alors le jansénisme, c'est le chouchou de toute la gauche française. Alors ça, j'ai payé pour le savoir. Je me suis fait censurer à l'université. On m'a demandé... Mais j'ai les preuves, je pourrais les montrer à l'occasion. On m'a instamment prié d'arrêter de dire ce que je disais sur les jansénistes, alors que j'ai toutes les preuves. J'ai absolument toutes les preuves. Toutes les preuves. Donc les jansénistes, ce sont des protestants qui ne disent pas qu'ils le sont. C'est-à-dire que c'est une forme de protestantisme qui n'a pas rompu avec Rome. Alors, qu'est-ce que c'est que le protestantisme? C'est une théologie, qui est honorable comme n'importe quelle autre. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux, mais admettons, je veux dire. C'est une théologie qui dit que c'est chaque homme avec sa conscience qui saura ce qu'est le bien et le mal, alors que le catholicisme dit que c'est la hiérarchie ecclésiastique qui dit le bien et le mal. C'est-à-dire que le catholique se soumet à ce que dit le pape, alors que le protestant, il dit c'est ma conscience. Et puis, ma conscience, je m'en arrange comme je veux. Et alors, à ce moment-là, tous les magistrats sont jansénistes? Non, il y a une minorité janséniste. Et quel pouvoir elle a, cette minorité janséniste? Alors, cette minorité janséniste, d'abord, elle dirige l'hôpital général et elle interdit que qui que ce soit vienne y regarder ce qui se passe. Donc, on a les magistrats jansénistes de l'époque, qui sont une minorité des magistrats, mais qui dirigent et qui contrôlent l'hôpital général. Absolument. L'hôpital général et la couche. Alors, la couche, elle a été créée par Monsieur Vincent, par Saint Vincent de Paul, par Vincent de Paul. J'ai du mal à dire saint à une époque où il n'est pas encore canonisé. Oui, mon minou. La couche, c'est l'œuvre de Vincent de Paul qui consiste à trouver un asile pour les enfants abandonnés. Et pourquoi est-ce que les mères abandonnent leurs enfants? Je l'ai vérifié, je suis allée aux archives de Paris retrouver les billets en papier accrochés aux langes des enfants abandonnés. Les mères qui abandonnent leurs enfants les abandonnent pour les sauver.
Elles ne Et s'en pour les débarrassent sauver de quoi? de la famine. D'accord. Alors, Parce qu'elles ne peuvent plus les élever. Elles ne peuvent plus les élever. Une femme qui n'a pas un mari pour la nourrir, qui a perdu son mari ou dont le mari fait défaut, si elle a un petit enfant et qu'elle est obligée de travailler, si elle travaille comme elle fait. Donc, ce sont des abandons de mères qui confient leur enfant à l'institution. Et M. Vincent avait fait en sorte que ces enfants soient nourris. Il avait inventé un système de nourrice. Enfin, et à la mort de M. Vincent, l'hôpital général a mis la main dessus et c'est l'horreur. C'est l'horreur. Alors, combien de temps va durer ce système? Et à l'époque où... Jusqu'à la Révolution. Alors, voilà, justement, combien de temps va durer ce système? Et à l'époque où il n'y a pas de réseaux sociaux, pas de téléphone, pas de chaîne d'information, comment le peuple prend conscience, est au courant de ce qui se passe à l'hôpital général avec les enfants? L'hôpital général était à Paris, il y avait Bicêtre, au Kremlin Bicêtre, voilà, pour les hommes, et la Salpêtrière à Paris, à côté de l'actuel... alors c'est l'hôpital général, la Salpêtrière, elle est toujours à cet endroit-là, mais c'était plus grand à l'époque, à la place de la gare d'Austerlitz. Donc la Salpêtrière était à l'orée de Paris. Par exemple, des enfants qui arrivaient d'Auxerre, on mettait des enfants d'Auxerre sur des barges qui arrivaient jusqu'à Paris, jusqu'à la Seine, et là, ils passaient directement de la barge à l'hôpital général sans passer par l'octroi, c'est-à-dire sans passer par le contrôle. Et une fois qu'ils étaient là-dedans, j'ai vérifié, je suis allé regarder les registres, en 3 mois, ils étaient morts. On peut savoir de quoi ils mouraient. Et puis, en quel honneur est-ce qu'une ville comme Auxerre va envoyer des enfants à Paris, alors qu'à Paris, on cherche des nourrices à la campagne? C'est pas du trafic d'enfants, c'est quoi, juste? C'est quoi? Bon, donc j'ai découvert tout ça. Alors, les magistrats sont tuternés de tous les enfants qui naissent ou qui entrent à l'hôpital général. Donc, les enfants qui naissent à l'hôpital général, on les sépare de leur mère et on les envoie à la couche. Et l'hôpital général, la Salpêtrière, était, tu vois la gare d'Austerlitz, là. Il y avait des nuits où les hurlements de douleur et de révolte des femmes de la Salpêtrière réveillaient Paris. Les hurlements de douleur, de révolte. Elles étaient tellement maltraitées, c'est une horreur, c'est concentrationnaire. C'était des femmes qui étaient astreintes à des horaires épouvantables. Elles vivaient dans des conditions d'hygiène absolument atroces. Elles de l'injustice, des coups, des tortures, c'est atroce. L'hôpital général, c'est vraiment étudier la vie quotidienne à l'hôpital général, c'est étudier la vie quotidienne d'un camp de concentration.